Bonjour à tous, vous avez vu la date de publication de cette vidéo, c'est vendredi 13. Et ben on va se faire un petit retour sur la saga Vendredi 13, bande de petits vénères, allez vous faire pouic pouic. Avertissement, des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. Et surtout des petits bambins. Et surtout des petits bambins. Le chiffre 13 a toujours été associé au mauvais sort, pour un peu que l'on soit superstitieux. Plus que les chats noirs, les miroirs brisés, les chiffres, et en particulier le 13, ont un pouvoir étonnant dans nos sociétés modernes. Croire qu'un numéro est synonyme de malchance est discutable et relève de la paranoïa. Mais c'est justement cette paranoïa qui est exploitée par l'industrie du divertissement pour en faire un spectacle gore et macabre, comme dans la série des Vendredi 13, dont nous allons parler aujourd'hui. Revenons sur la vie et l'œuvre de Jason Voorhees, monstre sacré de cette saga morbide qui a gagné la faveur du public des teenagers en manque de sensations fortes. Le schéma est toujours le même, avec des personnages stéréotypés mais surtout très cons. Le fumeur de joint, l'intello très moche, le leader charismatique qui se fait buter avant la fin, le gosse beau, le puceau, le gros black qui tchatche, la pétasse à gros nichon, et bien évidemment l'héroïne. Depuis plus de 20 ans, les meurtres se succédaient à Crystal Lake. On apprend finalement que l'assassin sadique est une vieille dame qui assouvit ainsi une terrible vengeance. Son fils, mongoloïde, Jason, se noya en 1957 dans le lac par la faute de moniteurs insouciants. Tu parles, il batifolait dans la nature. Elle sera décapitée par la dernière survivante du massacre. Tourné en 1979 avec un budget ridicule, Vendredi 13 est le premier film gore distribué par une grande compagnie, la Paramount. Ce film est le prototype même du film de slasher. Un mystérieux tueur impitoyable, omniprésent et indestructible massacre allègrement une bonne douzaine d'adolescents stupides et niais. Toujours à l'arme blanche et dans une monotonie répétitive. Toute proportion gardée, ce premier épisode s'avère le moins manqué du lot parce qu'il se fonde sur une intrigue à peu près construite qui débouche sur une véritable révélation finale du coupable. Ce film rapporta plus de 70 millions de dollars de recettes pour un budget initial 10 fois inférieur. Pas mal. À présent, Jason ressuscite. À son tour, il va venger sa mère, dont il conserve précieusement la tête embaumée. C'est cette tête qui lui dicte ses agissements, à savoir massacrer quiconque s'approche de Crystal Lake. Avec son look craignos, Jason refait surface avec un sac sur la tête. Il est ridicule. On peut pas avoir peur quand on voit ce pauvre type, en salopette, trucider les vacanciers débiles. Ce deuxième épisode, d'une médiocrité affligeante, reprend pratiquement les mêmes schémas et les mêmes personnages que le premier épisode. La Paramount censure elle-même les séquences les plus hard, craignant de reléguer le film dans le ghetto du circuit porno. Jason, réduit en charpie par les survivants, refait une apparition soudaine à la fin du massacre, et le spectateur ne sait plus si c'est du lard ou du jason. Les massacres continuent à Crystal Lake, mais cette fois-ci, Jason finit par être retrouvé gisant parmi ses victimes. Une hache lui a fendu le crâne. Profitant d'un bref retour de la 3D, quelque peu passé de mode, Jason adopte le célèbre masque de hockeyeur qui deviendra son signe distinctif et nous revient plus en forme que jamais dans ce troisième épisode. Cette œuvre poussive ne se distingue en rien des épisodes précédents. Cet épisode, en relief, n'ayant pas eu le succès escompté, la Paramount décide de mettre un point final aux aventures de Jason et de terminer en beauté par un ultime épisode intelligemment appelé chapitre final. Chaque fois, les blessures infligées à Jason, mortelles pour un être normal, n'ont fait que l'endormir pour un temps. L'esprit de vengeance est plus fort que la mort. Le meurtrier fou a repris sa croisade. Les vacanciers de Crystal Lake tombent à nouveau sur son passage. Pour l'anéantir, il n'existe qu'une seule solution, le réduire en charpie. On renouvelle l'histoire en introduisant le personnage de Tommy Jarvis, un gamin passionné par les films d'horreur et les plaisanteries macabres. Ce charmant gamin se retrouve finalement face à face avec le tueur, qu'il parvient à éliminer dans un final apocalyptique où Jason a le visage coupé en deux par une machette. La scène finale du film laisse penser que le jeune Tommy Jarvis risque de prendre la succession de Jason. Ce n'est plus le chapitre final, car le film est un succès, et un nouvel épisode est aussitôt mis en route. Tommy Jarvis, marqué à vie par sa lutte contre Jason, est dans une maison de repos. Les patients de celle-ci sont massacrés tour à tour par un psychopathe qui usurpe l'identité de Jason Voorhees. On accuse Tommy pour découvrir bientôt qu'il s'agit du père de l'une des anciennes victimes de Jason. Les scénaristes ne se sont pas privés de brouiller les pistes. L'ombre de Jason plane sur le film et sert de substitut à quelqu'un d'autre. L'art de pouvoir faire continuer la série sans trop se forcer. Tommy Jarvis vit dans le cauchemar de Jason. Il le déterre pour brûler son corps quand un éclair rend la vie au tueur de Crystal Lake. Dès lors, les meurtres se succèdent comme par le passé, et tous de croire à la culpabilité du jeune homme, bientôt incarcéré. Or, lui seul sait à présent comment anéantir cette force du mal qui semble invincible. Le meilleur des 6 épisodes à n'en pas douter. On aborde de plein pied le fantastique avec la résurrection de Jason par la foudre. Tout est désormais possible dans la série des Vendredi 13. Tina, une jeune femme ayant des pouvoirs télékinésiques, un peu comme Carrie, libère par accident Jason, toujours enchaîné au fond de Crystal Lake. Oh non mais quelle conne! Forcément, le gros balourd se remet à trucider à tour de bras. Masque incrusté sur la tronche et colonne vertébrale à vif. Les choses se compliquent quand même pour lui quand il tente d'affronter Tina. Ce film est aussi plat que les plus belles pages d'un livre de Kim Kardashian.
En fait, ce film est d'une fadeur extrême parce que les producteurs ont eu la bonne idée d'enlever le gore du script. Et un Jason qui tue sans faire dans le gore, c'est comme un printemps sans fleurs ou un repas sans vin. Jason embarque pour une croisière vers New York où bien évidemment il trucide tout ce qu'il trouve sur son chemin. Sans originalité, le film se contente de poursuivre la franchise et le fan inconditionnel de Jason, pour autant que ça puisse exister, et ça existe, à moi la peur. Bref, le fan commence à se lasser de ce pauvre Jason en mal d'inspiration. Un film à ne pas voir. Jason Voorhees n'est plus un tueur maléfique, mais bel et bien une entité mystique qui se déplace d'un corps à un autre au gré du besoin. Personnalité publique, le FBI, les médias et les chasseurs de primes sont au courant de son existence et chacun essaye de le traquer. Mais Jason en a cure puisque sa seule obsession est de retrouver les derniers descendants de sa famille pour les buter. Mais pourquoi faire ça, me direz-vous? Eh ben vous avez qu'à regarder le film. Comment tu les as cassés? Ce 9e épisode est rafraîchissant puisqu'il laisse tomber les massacres classiques à Crystal Lake pour emprunter sans vergogne à d'autres films du genre. On pique à Eden, à la saga des Freddy, à Evil Dead et même à The Thing. Humour potage et effet gore, cet épisode connaît un renouveau du mythe plein de n'importe quoi, avec un final plutôt réussi. Jason Voorhees a finalement été capturé. Ne pouvant être détruit, il est cryogénisé et envoyé dans l'espace. Mais des abrutis découvrent son caisson réfrigéré et ignorant à qui ils ont affaire, ils décident de le réveiller de son long sommeil glacé. Mais qui sont cons. Pour résumer, c'est Jason dans l'espace et dans le futur. Une idée assez originale qui renouvelle à nouveau la franchise. Les scénaristes se sont inspirés de films comme Alien. Cela reste du second degré plus que du pur gore et au final, Jason reçoit un grand coup de jeune. C'est un bon film. Il n'y a plus de pitié pour les méchants, c'est ce que constate Freddy Krueger depuis qu'il n'inspire plus la peur suite à l'utilisation d'une drogue expérimentale qui empêche les adolescents de rêver. Du coup, le croque-mitaine ne peut plus agir. Il a même été banni de la mémoire collective de Springwood. Ce pauvre Freddy, privé de ses pouvoirs, décide alors de ressusciter l'un de ses collègues les plus célèbres, Jason Voorhees, afin de faire renaître son mythe. Mais Jason devient rapidement hors de compte. Ah ça pouvait pas rater. Les scènes de meurtre sont plutôt inventives et préparent le fameux combat final tant attendu. Ça part vite en cacahuète dans un véritable délire de comic book gore. Une réussite. Comme son nom l'indique, c'est un remake, rien de nouveau du côté de Crystal Lake. Hollywood déterre Jason une fois de plus pour le livrer aux jeunes générations incultes en matière de cinéma. Un film inutile qui ne sert qu'à montrer des nichons. Vive les gros nichons. Et des morts atroces. C'est consternant. Pour conclure, on peut dire que la saga des Vendredi 13 s'est vite retrouvée coincée par son personnage principal, peu expressif, et sa trame répétitive et usée jusqu'à la corde. En effet, la plupart des épisodes de la série suivent une recette se résumant à ramener Jason à la vie pour qu'il élimine un maximum d'adolescents libidineux, avant de le stopper jusqu'à la prochaine escapade. Malgré tout, Vendredi 13 reste une saga mythique qui a bercé la jeunesse de beaucoup de trentenaires et de quadragénaires. Bizarrement, Jason est devenu un héros charismatique, zéro de QI, et pourtant, il fascine les fans de la série. C'est vrai que les premiers films ont mal vieilli, mais ils ont le mérite d'avoir su s'adapter à leur époque au fur et à mesure du temps. Certains épisodes sont à jeter à la poubelle, d'autres sont carrément réussis. Mais ils ont au moins contribué à ériger Jason Voorhees au rang de star mondiale. A bientôt les geeks.